Camille fixait l'écran de son téléphone dans le silence étouffant de son studio parisien, ses doigts crispés sur le bord de la table basse qui vacillait légèrement. La lumière blafarde de fin d'après-midi traversait les rideaux usés, projetant des ombres grises sur les murs blancs défraîchis. À 22 ans, elle avait appris à occuper le moins d'espace possible dans ce monde. Mais ce message de sa mère venait de réveiller toutes les blessures qu'elle croyait enfouies. Retrouvailles familiales samedi prochain. 18h. Ne sois pas en retard. Aucune chaleur, aucune formule affectueuse. Juste les détails pratiques expédiés comme on envoie un rappel de rendez-vous médical. Camille relut le message 3 fois, cherchant entre les lignes une once de tendresse qui n'existait pas. Cette absence familière qui lui serrait la gorge depuis l'enfance. Son téléphone vibra de nouveau. Un second message, cette fois de sa sœur Élise. « J'espère que tu feras un effort pour ta tenue. Papa va sûrement faire un discours, et tu sais comment il est avec l'image de la famille. » Camille sentit cette nausée monter en elle, celle qui l'accompagnait depuis toujours dès qu'elle pensait aux dynamiques toxiques qui régissaient à sa famille. Élise, 26 ans, avocate brillante dans un cabinet prestigieux du 16e arrondissement, trouvait toujours le moyen de transformer chaque interaction en rappel subtil de sa supériorité. Et Camille, comme toujours, était désignée pour jouer le rôle de l'ombre, du faire-valoir qui rendait Élise encore plus lumineuse. Elle posa son téléphone et son regard tomba sur le carnet écorné posé sur son bureau, ce vieux cahier qu'elle gardait depuis l'adolescence. Elle l'ouvrit machinalement à une page marquée d'un coin plié, et les mots griffonnés à 15 ans lui sautèrent au visage. Un jour ils me verront vraiment, un jour je compterai. Les souvenirs défilèrent malgré elle, précis et douloureux comme des lames. Elle se revoyait à 15 ans, le cœur battant d'excitation, tenant son bulletin scolaire avec des notes tout à fait correctes, 13 de moyenne générale, des efforts constants récompensés. Elle avait couru vers son père dans le salon, un sourire timide aux lèvres, attendant ce regard de fierté qu'elle espérait tant. Mais il avait à peine levé les yeux de son journal, murmurant d'une voix distraite et cinglante « Élise aurait eu mieux ». 4 mots qui avaient fait voler en éclats quelque chose en elle ce jour-là. Camille se leva et marcha vers la petite kitchenette, ses pieds nus silencieux sur le parquet froid. Elle prépara un thé qu'elle ne boirait pas, juste pour occuper ses mains tremblantes. Son esprit continuait à dérouler le film de ces années passées à mendier de l'attention, à espérer qu'un jour ses parents la regarderaient vraiment. Elle repensa à son 18e anniversaire, celui qu'ils avaient oublié. Pas un appel, pas un message, rien. 3 semaines plus tard, Élise avait eu 22 ans, et leurs parents avaient organisé une fête grandiose dans leur belle maison de Neuilly, invitant toute la famille élargie, commandant un traiteur hors de prix, affichant leur fierté comme un trophée. Ce soir-là, Camille était restée dans un coin du salon, invisible, regardant sa mère embrasser Élise en répétant « Ma fille chérie, tu es notre plus grande réussite ». Le mot « notre » résonnait encore dans sa tête comme une exclusion déguisée. Camille retourna s'asseoir sur son canapé défoncé acheté d'occasion, fixant le message de sa mère sur l'écran lumineux. Une partie d'elle voulait refuser, se protéger, ériger enfin ces barrières que tout le monde lui conseillait de construire. Nadia, sa seule véritable amie et collègue de travail, lui répétait sans cesse « Ils ne te méritent pas. Arrête de courir après leur validation. » Mais une autre partie, plus profonde, plus vulnérable, ressentait ce besoin viscéral d'être vue, reconnue, ne serait-ce qu'une fois. Cette espérance tenace et dangereuse qui la maintenait dans ce cycle de déception répétée. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier virtuel, le curseur clignotant dans le champ de réponse. Elle pouvait écrire « Non, désolée ». Elle pouvait inventer une excuse. Elle pouvait enfin se choisir. Mais au lieu de cela, elle tapa d'une main tremblante. « D'accord, je serai là ». Le message partit avec un petit bruit discret qui résonna comme une condamnation dans le silence de son appartement. Camille éteignit son téléphone et le posa face contre la table, comme pour ne pas voir ce qu'elle venait de faire. Elle ferma les yeux, sentant les larmes brûler derrière ses paupières closes. Quelque part au fond d'elle, une petite voix lui murmurait qu'elle venait peut-être d'accepter bien plus qu'une simple invitation. Elle venait d'accepter de retourner dans l'arène où elle avait toujours perdu. Camille poussa la porte vitrée du petit café où Nadia l'attendait déjà,
installés près de la fenêtre donnant sur le boulevard animé. C'était leur rituel du jeudi après-midi. Ce moment volé entre 2 journées de travail administratif au cabinet comptable où elles partageaient le même open space depuis 3 ans. Nadia leva les yeux de son téléphone et son sourire chaleureux s'évanouit instantanément en voyant le visage défait de Camille. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle en repoussant sa tasse de cappuccino, ses yeux noirs scrutant son amie avec cette inquiétude bienveillante qui la caractérisait. Camille s'assit lourdement, laissant tomber son sac à main sur la chaise voisine. Elle commanda machinalement un thé qu'elle ne terminerait probablement pas, puis se tourna vers Nadia avec un soupir qui venait du plus profond d'elle-même. « J'ai accepté d'aller aux retrouvailles familiales samedi », murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le brouhaha du café. Nadia ferma les yeux un instant, comme si elle encaissait un coup. Elle se connaissait suffisamment pour que les mots soient parfois superflus. Nadia savait tout de la famille de Camille, ses fragments d'histoires douloureuses partagées lors de pauses déjeuner, ses confidences arrachées après des journées difficiles. « Camille, » commença Nadia en prenant sa main par-dessus la table. « Tu sais ce qui va se passer. Ils vont recommencer, comme toujours. » Camille hocha la tête, sentant les larmes monter malgré elle. Elle retira sa main doucement et but une gorgée de son thé brûlant qui lui sembla amer. Puis, pour la première fois vraiment, elle ouvrit les vannes et laissa sortir tout ce qu'elle contenait depuis des années. Elle raconta comment elle avait grandi dans l'ombre permanente d'Élise, cette sœur brillante qui excellait en tout, qui récoltait les regards admiratifs et les compliments sans effort. Elle parla de ses dîners de famille, où son père ne s'adressait qu'à Élise, discutant droit et politique, comme si Camille n'existait pas, invisible à l'autre bout de la table. « Tu comprends ?» dit-elle en fixant le fond de sa tasse. « J'ai fini par croire que c'était normal, que je n'étais pas assez intéressante, pas assez intelligente, pas assez tout simplement. » Nadia écoutait en silence, sa mâchoire serrée trahissant sa colère contenue. Quand Camille eut terminé, elle se pencha en avant et dit quelque chose qui résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit embrumé de son amie. « Tu sais, Camille, parfois les gens ne méritent pas notre effort pour les convaincre. Tu vaux tellement plus que leur regard. Tu le sais, ça, au fond ?» Ces mots plantèrent une graine minuscule quelque part dans le cœur de Camille. Une graine qu'elle n'arrivait pas encore à identifier, mais qui vibrait d'une étrange promesse. Ce soir-là, de retour dans son studio, Camille ne parvint pas à trouver le sommeil. Elle se leva vers minuit et ouvrit le placard sous son lit, fouillant parmi les cartons poussiéreux jusqu'à trouver celui qu'elle cherchait. Une vieille boîte à chaussures décorée de gommettes délavées, vestige de son enfance. Elle s'assit en tailleur sur son lit et souleva le couvercle avec des gestes tremblants. À l'intérieur, une collection de souvenirs soigneusement conservés mais toxiques. Des photos de famille où elle était toujours en retrait, légèrement floues, comme si l'appareil lui-même ne parvenait pas à la mettre au point. Des bulletins scolaires corrects, mais jamais affichés sur le réfrigérateur familial, contrairement à ceux d'Élise qui y trônaient des semaines durant. Puis elle trouva la carte d'anniversaire, celle de ses 18 ans que ses parents lui avaient envoyée 3 semaines après la date. Une carte générique achetée à la va-vite avec juste « Les parents » griffonné au bas. Elle la retourna et relut le message lapidaire. « Bonne chance pour tes études. » Aucune tendresse, aucune chaleur, juste une obligation remplie avec le minimum d'effort. Camille serra la carte contre sa poitrine et pleura silencieusement, laissant couler des années de frustration accumulées. Mais dans ses larmes, quelque chose de nouveau émergeait, quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment ressenti auparavant. Une colère saine, légitime, qui montait en elle comme une vague purificatrice. Pour la première fois, elle ne pleurait pas seulement de tristesse. Elle pleurait aussi de rage face à l'injustice de tout cela, face à ces années volées à chercher l'amour de personnes incapables de le donner. Elle rangea la boîte sous son lit et se recoucha, fixant le plafond dans l'obscurité. Samedi arriverait bientôt, cette épreuve qu'elle s'était imposée une fois de plus. Mais quelque chose avait changé imperceptiblement en elle, un léger déplacement tectonique qu'elle ne comprenait pas encore totalement. En fermant les yeux, elle repensa aux mots de Nadia, les laissant résonner dans le silence. « Tu vaux tellement plus que leur regard. » Peut-être, songea-t-elle, avant de sombrer dans un sommeil agité. Peut-être qu'un jour elle le croirait vraiment. Camille gara sa vieille Clio devant la maison familiale de Neuilly, cette imposante bâtisse bourgeoise en pierre de taille qui l'avait toujours intimidée.
Les fenêtres illuminées laissaient filtrer des éclats de rire et de conversations animées. Elle resta assise dans sa voiture quelques minutes supplémentaires, les mains crispées sur le volant, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle avait mis sa plus belle robe, cette tenue bleu marine achetée en solde qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Devant son miroir ce matin, elle s'était trouvée presque jolie. Mais maintenant, en voyant les voitures luxueuses alignées le long de l'allée, elle se sentait déjà déplacée. Camille inspira profondément et sortit enfin de la voiture. Le gravier crissa sous ses pas tandis qu'elle remontait l'allée, chaque mètre parcouru augmentant son anxiété. Elle sonna à la porte, bien qu'elle ait techniquement encore les clés. Mais elle n'avait jamais vraiment considéré cette maison comme chez elle. Sa mère ouvrit, élégante dans un tailleur crème, son regard glissant sur Camille avec cette indifférence polie qu'on réserve aux invités de dernière minute. « Ah, tu es là !» dit-elle simplement, sans un baiser, sans un sourire. « Entre, tout le monde est au salon. » Camille franchit le seuil, l'estomac noué. Le grand salon bruissait de vie, rempli d'oncles, de tantes, de cousins qu'elle voyait une fois par an dans ses rituels familiaux où elle jouait toujours le rôle du fantôme. Et au centre de tout, rayonnante dans une robe de créateur qui coûtait probablement le salaire mensuel de Camille, Élise tenait court. « Camille !» lança Élise, avec ce sourire éclatant qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Elle l'embrassa distraitement, son parfum capiteux envahissant l'espace entre elles. « Tu as vu ? Je viens d'être promue associée junior au cabinet. Papa est tellement fier. » Camille murmura des félicitations qui se perdirent dans le brouhaha ambiant. Elle se dirigea vers le buffet, cherchant refuge dans l'activité mécanique de se servir un verre qu'elle ne boirait pas. Autour d'elle, les conversations tournaient exclusivement autour d'Élise, ses succès professionnels, son nouvel appartement dans le Marais, sa vie parfaite exposée comme un trophée. Quand quelqu'un, une tante éloignée, demanda poliment à Camille ce qu'elle faisait dans la vie, sa mère répondit avant qu'elle puisse ouvrir la bouche. « Oh, Camille fait de l'administratif dans un petit cabinet comptable. Rien de spécial. » Ces 3 mots, « rien de spécial », résonnèrent dans la tête de Camille comme une sentence. Elle baissa les yeux sur son verre de champagne, sentant la honte brûlante monter le long de sa nuque. Personne ne releva, la conversation glissant déjà vers des sujets plus intéressants. Puis son père réclama l'attention générale, se levant avec son verre à la main. Le silence se fit progressivement dans le salon, tous les regards convergeant vers lui. Camille sentit son estomac se contracter douloureusement, une prémonition terrible s'insinuant en elle. « Mes chers amis, ma famille », commença-t-il de cette voix grave et assurée qui en imposait toujours. « Je voulais profiter de ces retrouvailles pour vous parler de fierté parentale, de réussite, des sacrifices que nous avons consentis pour nos enfants. » Camille serra son verre si fort qu'elle crut qu'il allait se briser dans sa main. Elle voyait exactement où ce discours allait mener, comme un train fonçant vers elle et qu'elle ne pouvait éviter. « Nous n'avons qu'une seule fille dont nous sommes vraiment fiers, » déclara-t-il solennellement, levant son verre vers Élise. Le temps sembla se figer. Les applaudissements éclatèrent, chaleureux et sincères. Élise souriait, ce sourire radieux et triomphant qui ne cachait même pas sa satisfaction mesquine. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, et dans les yeux de sa sœur, Camille lut une cruauté tranquille qui la glaça. Camille resta pétrifiée, le souffle coupé, incapable de bouger. 22 ans de rejet, d'invisibilité, de comparaisons blessantes venaient de se cristalliser en une seule phrase publique, prononcée devant toute la famille réunie. Mais quelque chose d'inattendu se produisit à ce moment précis. Au lieu de s'effondrer comme elle l'aurait fait auparavant, au lieu de ravaler ses larmes et de sourire poliment, Camille sentit quelque chose se briser en elle, libérant une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle posa calmement son verre sur la table la plus proche. Et lentement, très lentement, elle se leva. Dans le silence pesant qui suivait les applaudissements enthousiastes, Camille se leva avec une lenteur calculée qui attira tous les regards. Son cœur battait à tout rompre, mais ses gestes restèrent d'une précision chirurgicale, guidés par une clarté nouvelle qui balayait 22 ans de soumission. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit-elle d'une voix étonnamment ferme qui résonna dans le salon soudainement silencieux. Son père fronça les sourcils, agacé par cette interruption inattendue de son moment de gloire. Élise ricana nerveusement, un son aigu qui trahissait déjà une inquiétude naissante. «
Camille sortit son téléphone de son sac avec des mains qui ne tremblaient de plus, portée par une détermination qui la surprenait elle-même. Elle se dirigea vers le projecteur installé près de la cheminée, celui que son père utilisait toujours pour ses diaporamas de vacances ennuyeux. Ses doigts connectèrent le câble HDMI à son téléphone, tandis que l'assemblée la fixait avec un mélange de curiosité et de malaise croissant. « Qu'est-ce que tu fais ?» siffla sa mère entre ses dents, le visage crispé par l'embarras. Camille ne répondit pas. Elle lança la lecture d'un fichier audio soigneusement préparé. D'abord, on n'entendit que des bruits de fond, des froissements, puis la voix d'Élise, parfaitement reconnaissable, cristalline et cruelle, emplit le salon. Ces vieux idiots, franchement, ils sont tellement faciles à manipuler que c'en est presque pathétique. L'atmosphère dans la pièce se glaça instantanément. Le visage d'Élise passa du rose au blanc crayeux en une fraction de seconde. Leur mère porta sa main à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur et d'incrédulité. La voix continuait, impitoyable. « Je leur fais croire que je suis parfaite, et ils gobent tout. Papa avec ses discours ridicules sur la fierté, maman avec ses compliments débiles. Ils ne voient rien. » Des rires méprisants suivirent, ceux d'Élise et d'une amie dont la voix était également audible. Puis la phrase qui fit l'effet d'une bombe nucléaire dans le salon luxueux. « Camille est la meilleure chose qui me soit arrivée, tu comprends? Tant qu'elle existe, je serai toujours la favorite. Je fais exprès de la dénigrer devant eux, de lui mettre des bâtons dans les roues. Ça marche à tous les coups. » Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu l'entendre vibrer. Camille observait les visages autour d'elle, ces masques de stupéfaction et de honte qui se fissuraient les uns après les autres. Son oncle détourna le regard. Sa tante essuya discrètement une larme. Les cousins échangèrent des murmures horrifiés. L'enregistrement continuait, révélant méthodiquement comment Élise avait menti sur certains de ses accomplissements, gonflant ses succès avec des détails inventés. Comment elle avait saboté une opportunité d'emploi pour Camille, 2 ans auparavant, en contactant discrètement le recruteur pour dire que sa sœur était instable émotionnellement. Comment elle manipulait chaque situation familiale pour maintenir Camille dans ce rôle de faire-valoir pathétique. Au bout de 7 minutes insoutenables, 7 minutes qui semblèrent durer une éternité, Élise se leva brusquement. Son visage était méconnaissable, déformé par la panique et la rage. Elle renversa son verre de champagne dans sa précipitation, le liquide doré se répandant sur le tapis perçant comme une tache de honte. « Vous n'aviez pas le droit !» hurla-t-elle d'une voix étranglée, pointant un doigt accusateur vers Camille. Mais personne ne la regardait avec sympathie. Les yeux convergeaient tous vers elle avec une expression nouvelle. Un mélange de dégoût et de déception qui la brûlait comme de l'acide. Élise tourna les talons et courut vers la porte d'entrée, ses talons claquant frénétiquement sur le parquet ciré. La porte claqua derrière elle avec une violence qui fit trembler les cadres accrochés au mur. Camille éteignit le projecteur et rangea calmement son téléphone dans son sac. Ses mains ne tremblaient toujours pas. Elle regarda son père, figé comme une statue de sel, son verre encore suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Elle regarda sa mère, dont les larmes coulaient silencieusement sur les joues soigneusement maquillées. Et pour la première fois de sa vie, Camille ne ressentit ni culpabilité, ni besoin de s'excuser. Elle venait de dire sa vérité, et le silence assourdissant qui régnait maintenant dans ce salon autrefois si bruyant valait tous les maux du monde. Le silence qui suivit le départ fracassant d'Élise pesait sur le salon comme une chape de plomb. Camille restait debout près du projecteur éteint, son sac serré contre elle, tremblante maintenant que l'adrénaline commençait à retomber. Autour d'elle, les invités semblaient pétrifiés dans une scène de tableaux vivants grotesques, leurs verres de champagne suspendus dans le vide, leurs sourires mondains figés en grimaces embarrassées. Son père était toujours debout, son discours triomphant évaporé comme de la fumée. Son visage habituellement si assuré affichait maintenant une expression que Camille ne lui avait jamais vue. Une confusion profonde, mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. Presque. Sa mère s'était effondrée dans le canapé en velours, ses mains parfaitement manucurées pressées contre sa bouche, les larmes traçant des sillons noirs de mascara sur ses joues poudreuses. Mais Camille ne savait pas si ces larmes étaient pour elle, pour Élise, ou simplement pour l'humiliation publique qui venait de s'abattre sur leur famille si soigneusement vernie. Ce fut la tante Marguerite qui brisa finalement le silence, se levant de son fauteuil avec difficulté.
Elle s'approcha de Camille et posa une main tremblante sur son épaule, ses yeux brillants de larmes sincères. « Ma chérie, » murmura-t-elle d'une voix étranglée, « je suis tellement désolée. Nous n'avions aucune idée. » Vraiment aucune idée. D'autres membres de la famille acquiescèrent, certains s'approchant pour offrir des mots maladroits de soutien. Un cousin qu'elle connaissait à peine lui serra la main, avec une intensité surprenante. Une tante éloignée essuya ses propres larmes en murmurant des excuses pour toutes ces années où elle n'avait rien vu, rien dit. Mais ses parents restaient silencieux, statufiés dans leur coin du salon comme deux mannequins de cire. Son père avait finalement posé son verre, mais il ne pouvait pas croiser le regard de Camille. Sa mère sanglotait doucement, mais aucun mot ne franchissait ses lèvres tremblantes. Camille les observa longuement, attendant quelque chose qu'elle réalisa avec une douleur aiguë ne viendrait peut-être jamais. Une reconnaissance, des excuses, la moindre preuve qu'il comprenait, qu'il regrettait, qu'il la voyait enfin. Mais le silence persistait, lourd de tout ce qu'il ne savait pas dire. Alors Camille parla, et sa voix résonna dans le salon avec une autorité nouvelle qui la surprit elle-même. « Pendant 22 ans, vous m'avez appelé votre fardeau. Vous m'avez fait sentir invisible, indigne d'amour, pas assez bien pour mériter votre attention. Et tout ce temps, votre fille parfaite vous manipulait comme des marionnettes. » Sa mère tressaillit à ces mots, mais ne dit rien. Son père ouvrit la bouche, la referma, incapable de formuler une défense qui n'existait pas. « Même maintenant, » continua Camille, sentant les larmes brûler derrière ses yeux, mais refusant de les laisser couler. « Même face à la vérité, vous ne trouvez pas les mots. Vous ne pouvez pas me regarder et me dire que vous êtes désolé. » Elle attendit encore quelques secondes interminables, laissant une dernière chance à ses parents qui n'avaient jamais su être parents. Mais seul le silence lui répondit. Ce silence qui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Camille attrapa son manteau sur le porte-manteau de l'entrée et se dirigea vers la porte. Personne ne tenta de la retenir. En posant sa main sur la poignée froide, elle se retourna une dernière fois vers le salon où sa famille demeurait figée. « Au revoir », dit-elle simplement, sans colère, sans larmes. Juste une constatation factuelle de quelque chose qui se terminait. Elle sortit dans la nuit glaciale de novembre, l'air frais frappant son visage comme une gifle libératrice. Derrière elle, la porte de cette maison qui n'avait jamais été vraiment la sienne se referma avec un claquement définitif. Camille marcha jusqu'à sa voiture, ses jambes tremblantes la portant à peine. Une fois assise au volant, elle s'autorisa enfin à craquer. Les sanglots la secouèrent violemment, mais c'étaient des larmes étranges, un mélange de douleur et de soulagement qui la purgeait de 22 ans de poison accumulé. Son téléphone sonna. Nadia. Elle décrocha d'une main tremblante. « Alors ?» demanda son amie d'une voix anxieuse. Camille éclata en sanglots plus violents encore, mais entre deux hoquets, elle réussit à articuler « Je l'ai fait. Je leur ai montré la vérité. » Et pour la première fois depuis très longtemps, malgré les larmes, malgré la douleur, elle se sentit étrangement, inexplicablement libre. Les jours qui suivirent ressemblèrent à une tempête chaotique dont Camille était l'œil silencieux. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, un déluge incessant de messages et d'appels qui la submergeaient comme des vagues successives. Certains membres de la famille la soutenaient avec des mots maladroits mais sincères. D'autres, fidèles à leur nature, la critiquaient vertement pour avoir détruit l'harmonie familiale et humilié tout le monde publiquement. Élise avait tenté de la contacter une dizaine de fois, alternant entre des messages d'excuses pathétiques et des accusations venimeuses. « Tu as tout gâché. Comment as-tu pu me faire ça ?» lisait-on dans l'un d'eux, suivi 3 heures plus tard par un « Je suis désolé, on peut parler ?» qui sonnait aussi faux qu'un billet de Monopoly. Camille les effaça tous sans répondre. Ses parents, eux, gardèrent un silence assourdissant qui lui faisait paradoxalement plus mal que toutes les critiques réunies. Pas un appel, pas d'un message, rien. Comme si révéler la vérité avait simplement confirmé qu'elle n'existait toujours pas pour eux. Un matin, alors qu'elle préparait son café dans la kitchenette exiguë de son studio, Camille se regarda dans le petit miroir accroché près de la fenêtre. Elle s'attendait à voir une femme brisée, ravagée par la culpabilité. Mais la personne qui lui faisait face avait quelque chose de différent dans le regard, une étincelle nouvelle qu'elle ne se connaissait pas.
Elle avait dormi 6 heures d'affilée la nuit précédente, pour la première fois depuis des mois. Au travail, quelque chose avait changé aussi. Camille s'asseyait plus droite à son bureau, répondait aux emails avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas. Nadia remarqua immédiatement cette transformation subtile. « Tu rayonnes différemment », lui dit-elle pendant la pause déjeuner, installés à leur table habituelle de la cafétéria. « C'est comme si tu avais enlevé un poids invisible. » Camille sourit, réalisant que c'était exactement ça. Elle avait porté le fardeau de leurs attentes impossibles pendant si longtemps qu'elle avait oublié ce que signifiait marcher libre. Le vendredi suivant, son chef, M. Arnaud, la convoqua dans son bureau. Camille y entra avec une appréhension minimale, une confiance nouvelle remplaçant l'anxiété habituelle. Il lui proposa de participer à un projet important de restructuration comptable pour un client majeur, une responsabilité qu'on ne confiait habituellement qu'aux employés plus expérimentés. « Vous avez fait preuve d'un excellent travail ces derniers mois, Camille. Je pense que vous êtes prête pour quelque chose de plus ambitieux. » Pour la première fois de sa vie professionnelle, Camille accepta sans minimiser ses compétences, sans bafouiller des excuses préventives. « Merci, monsieur Arnaud. Je ferai de mon mieux. » Ce soir-là, en rentrant chez elle sous une pluie fine qui lavait les trottoirs parisiens, Camille repensa à l'enregistrement qu'elle avait diffusé. Elle se souvint comment elle l'avait obtenu, ce moment surréaliste quelques mois auparavant. Élise était passée chez elle pour emprunter un chargeur de téléphone, une de ses rares visites guidées uniquement par son propre besoin. Elle avait laissé son portable déverrouillé sur la table basse en allant aux toilettes. Camille avait voulu simplement voir l'heure et avait accidentellement ouvert une conversation de messagerie. Les mots avaient sauté aux yeux, cruels et explicites. Élise se vantant de sa manipulation auprès d'une amie, détaillant avec une joie sadique comment elle maintenait Camille dans ce rôle de souffre-douleur familiale. Le choc avait été si violent que Camille avait agi par instinct, transférant discrètement les messages et enregistrements sur son propre téléphone. Pendant des semaines, elle n'avait pas su quoi en faire. Puis était venue l'invitation aux retrouvailles. En arrivant devant son immeuble, Camille trouva son téléphone qui vibrait. Un nouveau message, cette fois de sa mère. Son cœur fit un bond douloureux dans sa poitrine. Elle resta immobile sous la pluie, l'eau trempant ses cheveux, fixant l'écran lumineux. « Nous devons parler, s'il te plaît. » 5 mots. 5 petits mots qui contenaient peut-être une chance, ou peut-être juste une nouvelle déception. Camille monta les escaliers jusqu'à son studio, se changea, prépara un thé qu'elle but lentement en fixant ce message. Finalement, après 1 heure de réflexion intense, elle tapa sa réponse, chaque mot pesé avec soin. « D'accord, mais cette fois, c'est vous qui viendrez chez moi. » Elle appuya sur envoi et posa son téléphone, sentant qu'elle venait de franchir un nouveau seuil invisible. Si ses parents voulaient la voir, ils devraient entrer dans son monde à elle, dans cet espace modeste mais honnête qu'elle s'était construit seule. Pour une fois, ce serait à eux de faire le chemin. Le dimanche suivant, Camille entendit 3 coups hésitants frapper à sa porte à exactement 15 heures. Elle inspira profondément, lissant nerveusement son pull tricoté, puis ouvrit. Ses parents se tenaient sur le palier étroit, l'air déplacé et presque vulnérable dans ce cadre modeste qu'il découvrait pour la première fois. Son père portait un costume sobre, comme s'il se rendait à une réunion professionnelle difficile. Sa mère serrait son sac Hermès contre elle comme un bouclier, son regard balayant le couloir vétuste avec une expression indéchiffrable. Il semblait avoir rétréci, comme si franchir cette porte les avait dépouillés de leur assurance habituelle. « Entrez !» dit simplement Camille, s'écartant pour les laisser passer. Ils pénétrèrent dans le studio comme dans un territoire étranger, leurs yeux enregistrant les détails qu'ils n'avaient jamais pris la peine de connaître. Le canapé d'occasion recouvert d'un plaid coloré, la kitchenette minuscule impeccablement rangée, la bibliothèque faite de planches et de parpaings qui croulaient sous les livres. Le contraste avec leur maison bourgeoise de Neuilly était saisissant, presque embarrassant. Camille leur servit du thé dans des tasses dépareillées, les seules qu'elle possédait. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé, raides et silencieux. Elle prit place sur l'unique chaise de son bureau, créant une distance géographique qui reflétait l'abîme émotionnel entre eux. Le silence s'étira, pesant et inconfortable. Ce fut son père qui parla finalement, sa voix rauque trahissant une émotion inhabituelle.
Camille, nous ne savions pas. Pour Élise, pour ses manipulations. Nous étions aveugles. Camille le coupa d'un geste sec de la main, sa voix calme mais inflexible résonnant dans le petit espace. Mais vous saviez comment vous me traitiez, vous. Élise ne vous a pas forcé à m'appeler votre fardeau. Elle ne vous a pas obligé à ignorer systématiquement mes accomplissements, à oublier mes anniversaires, à me faire sentir invisible dans ma propre famille. Le silence retomba comme une pierre dans un puits. Sa mère essuya discrètement une larme qui roulait sur sa joue pâle, laissant une traînée de mascara. Son père fixait ses mains jointes, incapable de soutenir le regard accusateur, mais juste de sa fille. Puis, lentement, difficilement, comme on arrache des aveux douloureux, ils commencèrent à parler. Son père avoua que Élise lui rappelait sa propre sœur brillante, celle qui avait toujours excellé en tout pendant leur enfance, celle qu'il avait passé sa vie à essayer d'impressionner. Il avait projeté sur Élise tous ses rêves non réalisés de réussite parfaite. « Quand je te regardais, » murmura-t-il, en relevant enfin les yeux vers Camille, « je voyais mes propres échecs. Tu me renvoyais à ma médiocrité, et je ne supportais pas ça. » Sa mère prit le relais, sa voix tremblante dévoilant des blessures anciennes qu'elle avait toujours cachées sous son vernis mondain. Elle confessa qu'elle projetait sur Camille ses propres insécurités, la voyant comme une version d'elle-même qu'elle avait toujours détestée, cette femme ordinaire qu'elle craignait d'être sous ses vêtements de créateur et ses sourires parfaits. « J'étais dure avec toi parce que j'étais dure avec moi-même. Et c'est impardonnable. Je le sais maintenant. » Ces révélations tombaient comme des pierres dans l'eau calme du studio, créant des ondulations douloureuses mais nécessaires. Camille sentit quelque chose se dénouer en elle. Une compréhension amère qui n'excusait rien mais aidait à comprendre. Ses parents n'étaient pas des monstres, juste des êtres humains profondément imparfaits, blessés eux-mêmes, reproduisant des schémas toxiques sans même en avoir conscience. Mais cette compréhension ne signifiait pas le pardon automatique. Camille se leva et alla à la fenêtre, regardant la rue grise en contrebas. Elle parla sans se retourner, sa voix portant le poids de 22 ans de souffrance accumulée. « Je ne sais pas si je peux vous pardonner maintenant. Peut-être un jour, peut-être jamais. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. » Elle se retourna, les regardant droit dans les yeux avec une force nouvelle. « J'ai le droit d'exister sans devoir constamment prouver ma valeur. Je ne serai plus jamais votre fardeau, parce que je ne vous appartiens pas. Je m'appartiens. Et c'est suffisant. » Ses parents acquiescèrent lentement, brisés mais peut-être, pour la première fois vraiment, présents. Vraiment là, dans ce moment de vérité nue et inconfortable. Quand ils partirent 1 heure plus tard, rien n'était résolu, mais quelque chose avait commencé. Un dialogue difficile, bancal, mais honnête. Camille referma la porte et s'adossa contre elle, épuisée, mais étrangement apaisée. Elle venait de poser les premières pierres de limites saines, ces frontières qu'elle n'avait jamais osé ériger auparavant. Les semaines s'écoulèrent, avec une lenteur apaisante, qui surprit Camille. Elle avait établi des règles claires avec ses parents, lors d'une seconde rencontre tout aussi difficile que la première. Des contacts espacés, un dimanche sur 2 pour un café neutre dans un endroit public, du respect mutuel, pas de comparaison, pas de reproches déguisés. Ils acceptèrent ces conditions avec une humilité maladroite mais sincère, comme des élèves apprenant péniblement une langue étrangère. Élise avait disparu des radars familiaux, honteuse, incapable d'affronter les conséquences de ses manipulations. Camille n'essaya pas de la contacter, laissant cette distance nécessaire s'installer entre elles, comme un baume sur une plaie ouverte. Pour la première fois de sa vie, Camille se concentrait uniquement sur elle-même. Elle s'était inscrite à des cours du soir de gestion de projet, investissant ses économies dans son développement professionnel plutôt que dans des cadeaux pour une famille qui ne les appréciait pas. Elle avait commencé une thérapie avec une psychologue douce et perspicace qui l'aidait à démêler les nœuds complexes de son enfance toxique. Et elle cultivait ses amitiés, ces liens authentiques qui nourrissaient son âme plutôt que de la vider. Nadia était devenue bien plus qu'une collègue. Elle était cette sœur de cœur que la vie lui avait offerte en compensation. Un samedi après-midi de février, Camille s'installa dans son café préféré près du canal Saint-Martin, un petit établissement chaleureux aux murs de briques apparentes et aux plantes vertes luxuriantes. Elle avait apporté son ordinateur portable pour travailler sur un projet personnel,
une analyse comptable qu'elle voulait perfectionner pour ses cours. Le café était bondé, vibrant de conversations animées et du sifflement de la machine à espresso. Camille était plongée dans ses calculs quand une ombre tomba sur sa table. Elle leva les yeux et découvrit un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux châtains légèrement ébouriffés, tenant une tasse fumante et affichant un sourire timide. « Excusez-moi », dit-il d'une voix douce. « Il n'y a plus de table libre. Est-ce que je pourrais partager la vôtre ? Je vous promets d'être silencieux. » Camille hésita une fraction de seconde, puis acquiesça en déplaçant son sac pour lui faire de la place. Il s'installa en face d'elle, sortant une tablette graphique et un stylet de son sac à dos usé. « Alexandre », se présenta-t-il en tendant la main par-dessus la table. « Camille », répondit-elle en serrant cette main chaude qui dégageait une étrange sensation de sécurité. Le silence s'installa entre eux, mais contrairement à ces silences pesants qu'elle connaissait trop bien en famille, celui-ci était confortable, léger. Camille retourna à ses tableurs, tandis qu'Alexandre esquissait des formes géométriques sur sa tablette, sa concentration absolue, créant une bulle paisible autour de leur table partagée. Au bout d'une heure, il leva les yeux et remarqua ce qu'elle faisait. « Comptabilité ?» demanda-t-il avec curiosité. « Analyse financière », précisa-t-elle. « Je prends des cours du soir pour évoluer professionnellement. » Quelque chose dans son ton dut trahir sa fierté naissante, car Alexandre sourit avec une chaleur authentique. « C'est admirable. Moi, j'ai tout quitté il y a 2 ans. J'avais un poste de directeur artistique dans une grosse agence, un salaire confortable, tout ce qu'on est censé vouloir. Mais je n'y arrivais plus. Alors j'ai démissionné pour devenir graphiste indépendant. » Il y avait dans sa voix cette vulnérabilité assumée qui toucha quelque chose au fond de Camille. Il lui raconta comment sa famille l'avait critiqué vertement, comment ses amis avaient prédit son échec, comment il avait traversé des mois difficiles avant de trouver son équilibre. « Mais maintenant, » conclut-il en regardant sa tablette avec affection, « je crée ce que j'aime. Je gagne moins, je vis dans un studio minuscule, mais je dors bien la nuit. » Camille se reconnut dans ce courage qu'il décrivait, cette capacité à choisir l'authenticité plutôt que l'approbation. Ils continuèrent à parler, les heures s'évanouissant comme de la fumée. Alexandre avait cette façon rare d'écouter vraiment, de poser des questions qui démontraient un intérêt sincère, plutôt que poli. Quand le café commença à fermer, ils échangèrent leurs numéros presque timidement. Au cours des jours suivants, ils se revirent pour d'autres cafés, puis pour de longues promenades le long de la Seine, où ils partagèrent leurs histoires, leurs espoirs, leurs cicatrices. Un soir, sous un ciel étoilé rare à Paris, alors qu'ils marchaient sur le pont des Arts, Alexandre s'arrêta et prit doucement la main de Camille. Elle ne se déroba pas, savourant cette chaleur simple et honnête. « Tu sais ce qui m'a attiré chez toi dès le début ?» murmura-t-il en la regardant dans les yeux. « Tu rayonnes d'une lumière particulière, quelque chose de fort, de résilient, comme si tu avais traversé des tempêtes et que tu en étais sortie plus brillante. » Camille sentit son cœur s'ouvrir à une possibilité qu'elle croyait interdite, cette chance d'être aimée pour ce qu'elle était vraiment, sans condition, sans comparaison. Pour la première fois, elle osait croire qu'elle le méritait. 6 mois s'étaient écoulés depuis ces retrouvailles qui avaient tout fait basculer. 6 mois durant lesquels Camille avait reconstruit sa vie, pierre par pierre, comme on édifie une cathédrale après un tremblement de terre. Assise à la terrasse d'un café ensoleillé du Marais par un matin d'août lumineux, elle contemplait le chemin parcouru avec une sérénité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle avait obtenu une promotion au cabinet comptable, devenant responsable de projet grâce à son travail acharné et à cette confiance nouvelle qui irradiait d'elle. Son petit studio n'avait pas changé, mais il lui semblait désormais plus spacieux, empli de cette légèreté qui vient quand on cesse de porter le poids des attentes impossibles des autres. Sa relation avec Alexandre s'était approfondie naturellement, sans précipitation ni drame. Il l'avait présentée à ses amis lors d'un dîner décontracté, où personne ne l'avait jugée, où elle avait simplement été Camille, sans étiquette, ni comparaison. Cette simplicité l'avait bouleversée aux larmes ce soir-là, découvrant qu'il existait des espaces où elle pouvait simplement être. Ce matin-là, une lettre manuscrite attendait dans sa boîte aux lettres, l'écriture familière d'Élise traçant son nom sur l'enveloppe crème. Camille l'ouvrit avec des mains étonnamment stables, sans cette anxiété qui l'aurait paralysée quelques mois auparavant.
Les mots de sa sœur s'étalaient sur 3 pages denses, une confession brutale et douloureuse. Élise reconnaissait sa toxicité, ce besoin maladif d'être toujours la meilleure qu'il avait rongé depuis l'enfance. Elle parlait de la thérapie intensive qu'elle suivait maintenant, des mécanismes destructeurs qu'elle découvrait en elle avec horreur. Elle ne demandait pas de pardon immédiat, sachant qu'elle ne le méritait peut-être jamais, mais voulait que Camille sache qu'elle regrettait profondément, viscéralement, chaque moment de cruauté. Camille plia soigneusement la lettre et la rangea dans son sac. Elle pleura quelques larmes silencieuses, réalisant que la guérison était possible même pour ceux qui avaient fait tant de mal. Elle ne répondrait pas tout de suite, sachant que certaines blessures nécessitaient encore du temps, mais cette lettre ouvrait une porte qu'elle avait cru définitivement fermée. Ses parents, eux, faisaient des efforts maladroits mais touchants. Lors de leur dernier café, son père lui avait dit pour la première fois de sa vie « Je suis fière de toi, Camille, de la femme que tu es devenue malgré nous. » Sa mère avait ajouté, les larmes aux yeux « Nous sommes désolés, si profondément désolés pour toutes ces années perdues. » Ces mots, bien que tardifs, avaient apaisé quelque chose d'ancien en elle, cet enfant qui attendait depuis toujours d'être vu. Le soir tombait doucement sur Paris quand Camille rentra chez elle. Alexandre l'attendait devant son immeuble avec un bouquet de pivoine, ses fleurs préférées qu'il avait pris la peine de mémoriser. Nadia arriva peu après avec des plats à emporter thaïlandais, suivis de 2 nouveaux amis que Camille s'était fait lors de ses cours du soir. Ils s'installèrent dans le studio qui semblait se dilater pour les accueillir tous, riant ensemble, partageant des histoires, célébrant ces petites victoires quotidiennes qui tissent une vie authentique. Camille les observait, son cœur gonflé d'une gratitude immense pour cette famille qu'elle s'était choisie, cet espace sûr qu'elle avait construit de ses propres mains. Plus tard, alors qu'Alexandre l'aidait à ranger la cuisine, il passa un bras autour de ses épaules et murmura « Tu sembles heureuse ». Camille s'appuya contre lui, savourant cette évidence simple qui l'aurait fait pleurer quelques mois auparavant. « Je le suis », répondit-elle avec une certitude tranquille. « Pour la première fois de ma vie, je le suis vraiment. » Cette nuit-là, avant de s'endormir, Camille sortit son vieux carnet écorné, celui où elle avait griffonné à 15 ans. « Un jour, ils me verront vraiment. » Elle ajouta une ligne en dessous, avec une écriture assurée, qui contrastait avec celle tremblante de l'adolescente blessée qu'elle avait été. Et aujourd'hui, je me vois moi-même. C'est suffisant. C'est même magnifique. Elle referma le carnet et éteignit la lumière, un sourire apaisé aux lèvres. Dehors, Paris continuait de vivre, indifférente et belle. Mais dans ce petit studio du 11e arrondissement, une femme de 22 ans venait enfin de rentrer chez elle-même. Thomas, come catch this Doug trio for me. Get your Doug trio for me, please. What level are they? 36. I only have, I They're don't think gonna I could walk catch in lava it. right now. I don't know if I could. Man, I want a Doug trio. How many Pokemon do you have? I only have 1 right now. Dang, okay, never mind. I'm I gonna have go 1 heal too. him. I have, oh actually, I have 2 alive, but they're both on 1 HP. I think I have a potion though. Oh, I do. But it only restores for 20 HP, and I have how many of them? Or I have 2. I don't know. I don't think it's worth. I think that Doug trio is gonna squash my shit. To be honest, is that a diamond? No, it's not. Dang it, got bamboozled. Where is it? Are the fossils? What do fossils do? Why do I have you them? you can get Pokemon from them, like an Aerodactyl or something. Bet. That'd be cool. That's all I needed Where's to know. the trio? Diamond. I don't know. It was over that way, near the lava. The heck is this? It's a fish? What is that? A barboach? What lava? No, Oh, no, up other there? way, dude. Where are you going?
I don't know. I was asking you where it was, and you didn't really give me That way. like up top. Yeah, down that way. It might despawn now. I don't know. It's fine. it's There's there. a bunch of them. I seen iron somewhere. Where was it? Oh, here it is. Diglett. Diglett. There's a level 36 Magikarp. Damn. I don't even Wait, need to. how's that possible? Yeah, right? I can probably just pick him up and he'd evolve, bro. Do you think I try? Yeah, I know. I don't know. I don't know if I can even do anything. Bro, I killed it. I got the Doug trio. What the hell is that? Is that a dragon? What is that roaring sound? Did you hear that? No. Just cats and bats flying everywhere. Oh my goodness. Is this what I think it is? What? A Bunnelby? Wait, what the fuck is that? A Beldum? What's that? I don't know. Beldum, 39? What even is it? Is that a steel type? What is that? It Beldum. is. A It's steel the type? pre-evolution of Metagross. Hmm. Oh my god, I don't want to kill him. Wait, what the hell is that? Aaron? An Aaron. Is he steel type? I need a steel type Pokemon. I don't have one yet. Oh yeah, probably that was the one I was trying to catch earlier. He's so cute. Oh, he's rock and steel. Bet. I'm copying. Wait, I need to use a potion first because I do not have any Pokemon. Yeah. That one's so cool. Like his last evolution, the Aggron, he like literally he looks sick. Just know. Welcome. Bunnelby. I don't know who to revive. Do you have a revive? I have. Okay, no, hold on. I'll just use this.